Tête-à-tête entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue du Burundi, président en exercice de l'EAC, ces deux hommes d'État appellent au respect et à l'application de la feuille de route conjointe de processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe sanctionnant la visite de travail de 48 heures du Burundi sur le sol congolais. Le rapport sur le contrôle effectué dans la ville-province de Kinshasa sur la conformité de la loi sur la sous-traitance a été publié ce lundi 28 août par l'autorité de régulation de la sous-traitance. Par la même occasion, Miguel Katemba a annoncé pour un futur proche, ceci interviendrait également pour les autres provinces. Encore une fois, l'amélioration de conditions de vie des agents publics de l'État, la condition également de retraités était au menu de l'Assemblée générale de la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo, organisée ce lundi 28 août au Centre des handicapés sur Willery. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal. Le développement et de bien d'autres intervient tout de suite dans le corps de ces journaux. Bienvenue aux 20h sur Ecofin Télévision. D'abord, cette actualité. Plusieurs sources crédibles rapportent de lourds soupçons des détournements de biens et deniers publics par le Comité national de jeux de la francophonie qui a à sa tête Isidore Kwanza. De révélations qui interviennent quelques jours après l'appel à justification de 7 véhicules acquis pour les comptes du dit comité, mais immatriculés au nom de tierces, en parallèle de tentatives de justification des accusations qui pèsent sur son chef. Le directeur du Comité national de jeux de la francophonie est également reproché de surfacturation. Les travaux modestes réalisés en marge de la 9e édition de Jeux de la francophonie devant coûter jusqu'à plus de 300 millions de dollars américains au trésor public. Grosse somme difficile à justifier par plusieurs experts. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Voilà, Évariste Ndayishimiye clôture sa visite à Kinshasa ce lundi 28 août par un échange en tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À sa descente à l'aéroport international de Njili la veille, le président burundais a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Plus de détails dans ses commentaires. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire prévalente dans la partie est de la RDC, renseignent les communiqués finaux lus par le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula. Sur ces, le président burundais Évariste Ndayishimiye a rassuré son homologue congolais de l'accompagnement des contingents burundais qui, à l'en croire, restent déterminés sur le terrain. Pour le président burundais, il est urgence pour tous les groupes armés sémant désolation et terreur dans la partie est du pays de déposer leurs armes. Car, renchérit-il, la question sécuritaire dans la partie est n'est pas seulement l'affaire de la RDC, mais plutôt, elle nécessite l'implication de toute la communauté sous-régionale. L'objectif premier de sa visite dans le pays de Lumumba, objectif qu'il inscrit dans le cadre d'un appui de son pays, les Burundi et même de la sous-région au gouvernement congolais. Concernant le retrait ou non des forces de l'EAC sur le sol congolais, Ndayishimiye a fait savoir que le prochain sommet en décidera. Il a par ailleurs réitéré la solidarité de son pays pour le rétablissement de la paix à travers tous les territoires congolais. De son côté, le président Tshisekedi a souligné le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays et a martelé sur le respect des recommandations de la feuille de route imposée au mouvement terroriste M23. Après cette visite de travail du président burundais en République démocratique du Congo, un communiqué conjoint a sanctionné les échanges avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont approuvé le renforcement de leur coopération bilatérale, notamment dans la création des agences bancaires en vue de faciliter les transactions commerciales entre les deux pays. On écoute à propos Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement
a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont reliant la province de Cibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura-Uvira-Bukavu. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. On va à présent parler de l'ARSP dans ce journal. Après le contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance dans la ville-province de Kinshasa, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Katembe Kachal, a publié ce lundi 28 août le rapport sur le contrôle effectué dans la ville-province de Kinshasa et a annoncé le contrôle dans les autres provinces du pays prévu pour bientôt. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Jonathan Bakele. Sur un total de 132 entreprises principales contrôlées dans les 20 secteurs sous-indiqués, il sied de relever que la moyenne d'accès au marché de la sous-traitance des sociétés de droit congolais éligibles à la sous-traitance tourne autour de 8% seulement. Prenons à titre illustratif le cas du seul secteur des télécommunications. Sur 1428 sous-traitants ayant exécuté les marchés pendant la période concernée par le contrôle, les sociétés de droit congolais éligibles ne représentent que 15% pour un chiffre d'affaires de 28 millions de dollars américains sur un total de 253 millions de dollars de ces secteurs. Et dans d'autres secteurs, le pourcentage sont tellement faibles qu'ils ne dépassent même pas, sinon difficilement le 5%. C'est le cas des secteurs des transports terrestres, 2,99%, des transports aériens, 1,8%, de l'agroalimentaire, 3,13%, des hydrocarbures, 1,5%, des cosmétiques, 4,79%, ainsi que de l'hôtellerie, 5,9%. Cette situation catastrophique est due notamment, d'après ce que renseigne le contrôle, au fait que certaines sociétés principales s'arrangent pour créer leur propre société de sous-traitance et se font payer à l'étranger, ce qui viole la loi sur la sous-traitance et constitue par ailleurs un manque à gagner pour l'administration fiscale du pays et préjudicie les populations congolaises qui ne participent pas à la chaîne des valeurs des ressources nationales. Avant de conclure notre propos, nous annonçons aux entreprises principales des provinces des espaces Grand Katanga, Grand Oriental, Grand Kivu, Grand Kasaï et du Congo central la poursuite imminente du contrôle dans leur juridiction. Lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le week-end dernier, le ministre des Finances a annoncé l'augmentation du portefeuille de projets financés par la Banque mondiale depuis l'avènement au pouvoir du président Tshisekedi, passant de 2,5 milliards de dollars américains pour l'année fiscale de 2018 à 8,5 milliards de dollars américains en 2023, avec 5 milliards de dollars américains non encore décaissés, ce qui illustre à la fois les progrès accomplis dans la mise en œuvre de projets. Commentaires. D'après le ministère des Finances, l'un des défis consiste à s'assurer que l'orientation stratégique des projets, depuis leur identification jusqu'à leur exécution, répondent avec la plus grande pertinence aux priorités structurelles du pays, en cohérence avec les autres dépenses effectuées sur ressources propres. L'autre défi concerne la maîtrise des modalités de mise en œuvre de projets financés par le ministère sectoriel à travers les unités de coordination de projets. Il est crucial d'assurer une bonne répartition et maîtrise des rôles entre les instances politiques et les unités de coordination de projets. Il s'agit donc d'éviter les doubles
des risques d'ingérence politique inappropriée d'une part et d'abandon des unités à elles-mêmes d'autre part. Le ministre des Finances a aussi épinglé les différents points de blocage et les mauvaises pratiques pour permettre d'accélérer la mise en œuvre de différents projets et en maximiser l'impact. Il a esquissé des pistes de solutions qui passent notamment par le renforcement du dispositif de suivi, la clarification de rôles et responsabilités des parties prenantes, la réallocation des ressources vers les secteurs porteurs plus performants avec impact visible sur les populations. Il est prévu la revue du portefeuille de la Banque mondiale du 2 au 3 octobre 2023, au terme de laquelle des décisions seront prises pour la réallocation des ressources vers le projet ou secteur performant et plus porteur. On va parler de la régie de voies aériennes où le président du conseil d'administration de cette régie, Trifon Kikemulumba, exige une somme d'urgence de 300 000 $ américains pour lancer le travaux de rénovation de l'aéroport de Goma, dont la piste d'atterrissage se trouve dans un état de délabrement très avancé. Divine Mwende en parle dans ses commentaires. En visite d'inspection dans des différentes infrastructures aéroportuaires dans le Congo profond, le président du conseil d'administration de la RVA s'est enquéri la semaine dernière de principaux problèmes qui rongent l'aéroport de Goma dans la province du Nord Kivu. Il a constaté une piste d'atterrissage dans un état de délabrement très avancé qui reçoit tant bien que mal les avions la journée. Mais faute d'éclairage la nuit, la piste est en passe de fonctionner. Il a également révélé plusieurs autres problèmes dont il en révèle les faits ici. Pire ici, il s'agit d'un aéroport international avec une piste, comme vous l'avez constaté, trop vieille, trop dégradée, avec d'énormes problèmes de certification. Je pense qu'il est grand temps que nous puissions prendre cela à cœur. C'est dans cette optique que le numéro 1 de la régie des voies aériennes, Trifon Kikemulumba, a établi un besoin d'urgence de 300 000 $ américains aux 10 prochains jours. Ici est de noter que la RDC compte 54 aéroports dispatchés dans les 26 provinces. En solde de 2018 à 2023, les lois des finances publiques ont présenté de budget de la République démocratique du Congo équilibré soit en recettes ou en dépenses, malgré le péripétie de l'instabilité sécuritaire de l'Est ou encore de la pandémie à coronavirus. Les lignes budgétaires se sont activées dans une tendance en courbe montante, ce qui laisse une marge de croissance à espérer pour les exercices à venir. Fulgence Milay pour les commentaires. Pour l'exercice 2019, il s'est chiffré à 10 352,3 milliards de francs congolais, représentant une enveloppe globale de 5,9 milliards de $ américains. Ces prévisions économiques du gouvernement ont indiqué qu'en 2019, les cadres macroéconomiques devaient rester stables, avec une croissance économique de 5,6% contre 4,2% estimée en 2018. Avec la maladie du coronavirus, une pandémie qui a engendré l'arrêt des quotités des unités de production, avec des conséquences désastreuses sur l'économie mondiale, le budget du pouvoir central de l'exercice 2020 s'est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 16 895,8 milliards de francs congolais, représentant 17,3% du PIB et un taux d'accroissement de 63,2% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019 arrêté à 10 352,3 milliards de francs congolais. Ces mêmes conséquences néfastes sur l'activité économique et les finances publiques n'ont pas laissé une marge importante d'accroissement du budget du pouvoir central de l'exercice 2021 qui s'est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 14 235,2 milliards de francs congolais, équivalent à 6,9 milliards de $ américains, soit une régression de 23,2% par rapport au budget de l'exercice 2020, chiffré à 18 545,2 milliards de francs congolais. Pour l'exercice 2022, le budget était présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 22 253 milliards de francs congolais, représentant 18,6% du PIB et équivalent à 10,7 milliards de $ américains, dégageant un accroissement de 33,9% par rapport au budget rectifié de l'exercice 2021, chiffré à 16 621,6 milliards de francs congolais. Quant au budget de 2023, il s'est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 32 456,8 milliards de francs congolais, équivalent à 16,1 milliards de $ américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022, chiffré à 22 253 milliards de francs congolais. Par la suite, les ministres du budget ont indiqué que la programmation budgétaire 2024-2026 situe les dépenses totales à 133 524,9 milliards de francs congolais, équivalent à 53 milliards de $ américains,
39 985,4 milliards de francs congolais en 2024, 45 032,5 milliards de francs congolais en 2025 et 48 507 milliards de francs congolais en 2026. On va à présent parler de questions liées à l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État qui étaient au cœur de l'Assemblée générale de la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo. C'est lundi 28 août. Au cours de cette rencontre, Jean Bosco Puna, qui a pris la parole au nom de la synergie, a annoncé la tenue prochaine d'une autre rencontre de même nature. Reportage. Au cours de cette assemblée générale, 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des engagements du gouvernement en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, des questions brûlantes d'actualité, la nécessité de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique salariale basée sur les principes constitutionnels d'équité en République démocratique du Congo. Au vu des irrégularités qu'ils ont observées, réunis en Assemblée générale, ont déclaré ce qui suit. Après examen que la partie gouvernementale n'a jamais respecté les engagements pris de bonne foi, le gouvernement s'active à organiser des commissions paritaires sectorielles qui coûtent énormément au budget de l'État, mais dont il ne s'évertue pas de réaliser et de produire des résultats devant répondre aux préoccupations sociales des agents publics de l'État en particulier et des travailleurs en général. De cette Assemblée générale est sortie notamment quelques recommandations adressées au gouvernement congolais. Demande au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale avant le 4 septembre 2023, d'engager des réformes courageuses réduisant la taille du gouvernement et d'autres institutions, de réduire et de rationaliser les dépenses publiques, surtout en matière des émoluments payés aux animateurs des institutions. Tout en marquant leur solidarité syndicale aux infirmiers, aux professionnels de la santé et aux inspecteurs actuellement en grève, une assemblée générale de tous les agents de l'État et autres travailleurs est convoquée pour le vendredi 15 septembre à 10h à la place Golgotha à la fonction publique, cet endroit qui symbolise la souffrance des fonctionnaires de l'État. Solidarité, dans le but de rendre plus transparente la traçabilité, allais-je dire, du paiement de frais de mission aux officiels ou de formation ainsi que la prise en charge médicale que le ministère des Finances a annoncé, le virement bancaire sera désormais privilégié d'après l'économiste et consultant de votre rédaction Egide Ngbene, interrogé ce lundi 28 août sur ces sujets. La décision est salutaire car elle permet de lutter notamment contre la fraude ou la manipulation malveillante. On l'écoute. La bancarisation a résolu beaucoup de problèmes sur le plan économique. Si vous vous rendez bien compte, dans le temps, le comptable se promenait avec de mallettes d'argent. Certains fouillaient même avec de mallettes d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, peut-être ceux qui avaient cette volonté-là d'aller payer, après la paye des fonctionnaires de l'État ou soit des agents de l'État, le reste d'argent, là, c'était entre les poches de qui? Le fonctionnaire de l'État. Je pense que la décision du ministre, c'était pour essayer un peu de dégager la traçabilité. Qui doit voyager, qui fait partie de ces cabinets. Parce que dans le temps, c'était encore comment? C'était parce qu'on est du cabinet, il y a le frais de fonctionnement ou le frais de voyage, soit les frais qui sont liés à la prise en charge maladie, on le remettait entre les mains des individus. Et du coup, peut-être que vous allez vous rendre compte que le frais qu'on l'a remis, peut-être qu'il ne l'a pas utilisé à des fins près. Vous voyez un peu, et là, le pays perd. Maintenant, sur le plan économique, en termes de la bancarisation, ça permet de tracer. Ça permet la traçabilité d'argent. Et si, au moins l'individu qui a peur sur cet argent, je prends peut-être l'exemple en termes de paye. On ne vous paye pas à la banque, c'est la banque qui vous paye. Et le reste d'argent reste où? À la banque. Et ça permet à l'État pour dire que je vous ai remis $1 million pour payer les agents. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que vous avez payé que 600 000 et les 400 000 restants euros. À la banque, c'est automatique. Donc la bancarisation est très louable. Mais c'est l'argentier de la République. Si c'est dit maintenant désormais tout ce qui est lié à la prise en charge maladie,
aux frais de mission, patati patata, doit passer par la banque. C'est-à-dire qu'il y a eu à constater un couac, c'est pour cela qu'il prend cette décision. Et je dis que c'est très louable. Et je dis que ça peut mettre fin au cas où il y aura des tournements. Parce que là, il va empêcher même des tournements. Parce que votre argent sera déposé à la banque. Vous amenez votre carte bancaire et votre pièce d'identité. La banque va vous enregistrer et après, il va vous servir. Dans le but de faciliter le quotidien de Congolais face à la difficile desserte en électricité et pour lutter contre le déboisement qui est un des éléments à la base du réchauffement climatique, un concepteur congolais vient de concevoir un modèle de réchaud qui fonctionne à base d'huile. Il est présente comme étant écologique et autonome. Nos reporters Jonathan Bakele et Sele Chamala étaient à sa rencontre ce lundi 28 août. Suivez. Pour faire face aux difficultés liées au courant électrique, notamment lors de la cuisson et au déboisement, qui est notamment à la base du réchauffement climatique, un concepteur congolais est parvenu à concevoir un nouveau type de réchaud. Celui-ci fonctionne grâce à de l'huile végétale ou animale et qui permet de limiter l'utilisation de brassereaux et par ricochet de la consommation de bois. C'est un réchaud qui fonctionne sur base des huiles foutues, même des huiles... Bon, les huiles foutues, ça y est, 40, même les huiles végétales, ou même les huiles, l'huile de palme aussi. C'est très avantageux ces réchauds. D'abord, le premier avantage, c'est permettre de lutter contre la déforestation. C'est ça le premier avantage. Deuxième avantage, c'est très rapide. C'est un réchaud qui est très rapide. Troisième avantage, il est économique. Donc juste avec un peu d'huile, 1 litre d'huile, tu peux préparer pendant 3 à 4 jours. Notre souci, c'est d'abord de créer toute une entreprise. On doit créer une entreprise. Donc, le pays est frappé par le chômage. Il y a beaucoup de jeunes qui manquent du boulot. Notre souci, c'est de créer une entreprise, qu'on puisse multiplier ces réchauds et puis le mettre à la disposition de tous les Congolais afin d'atténuer aussi l'utilisation de la braise sur le marché. À en croire l'inventeur, cette invention nécessite tout de même l'accompagnement financier du Fonds pour la promotion de l'industrie afin de la produire en quantité industrielle et la mettre sur le marché. Voilà, après ce jeune entrepreneur congolais, nous allons parler de services de réparation de pneus, communément appelés Quado. C'est confronte à plusieurs défis, entre autres les espaces de travail inappropriés et indécents pour les agents œuvrant dans ces secteurs d'activité. Ainsi, quelques-uns rencontrés ce lundi dans la commune de Lingwala à Kinshasa dénoncent le tracasserie dont ils sont victimes. Philo Chiloba et Diboma qui étaient à leur rencontre. Suivez. Quado est le nom du service de réparation de pneus largement répandu à Kinshasa. Plusieurs jeunes Kinois l'exercent dans l'ultime objectif d'y obtenir leur gagne-pain. Un effort qui n'est pas vain, car par jour, ils peuvent réparer jusqu'à 30 pneus et cela peut leur rapporter au-delà des 10 000 francs le jour. Des bénéfices qui ne sont pas insignifiants au regard du salaire minimum interprofessionnel garanti. Cependant, leurs conditions de travail laissent à désirer. La plupart d'agents qui œuvrent dans ce secteur n'ont généralement pas des places appropriées pour exercer à bon escient leurs activités. Selon les indications de nos autorités, l'emplacement d'un guichet des Quado répond au respect d'un certain nombre de restrictions. Par exemple, nous ne pouvons pas implanter à proximité des maisons d'habitation. Néanmoins, ce service est très sollicité par d'autres plus d'un. L'État a mal à l'aise ma casse. Nous sommes inquiétés par des agents de l'ordre qui nous traquent et nous accusent d'occuper des espaces inappropriés. D'après les autorités, on est autorisé à exercer nos activités à proximité des macadams du moment où c'est à côté de ces macadams que nous avons des clients. Nos activités vont bon train en tout cas, mais ce que nous déplorons est le fait que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à exercer dans l'informel. Que les autorités nous accompagnent, nous sommes à répétition victimes de tracasseries policières et des arrestations abusives. Et il arrive que nous payons des amendes colossales. Quado, ce nom qui renvoie au service de réparation de pneus, vient de la déformation patronyme Coadon, le nom d'un responsable d'une célèbre maison de réparation de pneus à l'époque coloniale. Voilà, place à présent à la revue de presse.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Nicolas Kazadi met à nu ceux qui jouent les jeux du Rwanda ». Le journal note que, pour mettre un terme aux multiples rumeurs concernant le dossier Primera Gold, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a expliqué que lorsqu'on préparait le budget 2023, il avait obtenu des députés nationaux, notamment de l'ECOFIN, qu'on baisse la fiscalité de l'exploitation artisanale pour ne plus inciter des gens à aller vendre frauduleusement au Rwanda. Cela a été obtenu même si le document final qui est sorti est revenu sur les anciens taux. Nicolas Kazadi explique, je cite, « C'est ce que nous avons rattrapé en créant Primera Gold et nous avons donné des allègements qui s'imposaient pour parvenir aux résultats qu'on vient d'atteindre. Et aujourd'hui, voir des enfants du pays critiquer une œuvre aussi louable et aussi salvatrice, je trouve que c'est tout simplement inexplicable parce que c'est jouer les jeux du Rwanda, c'est jouer les jeux de cette mafia qui nous a pris en tenaille pendant 30 ans, martèle-t-il au micro de Christian Lusakwen de Top Congo FM. Poursuivons cette revue de presse avec Africa News qui titre pour sa part « Alingete attrape Kwanja, la main dans le sac ». Le journal note que les soupçons de Jules Alingete Kay et ses équipes de l'Inspection générale des finances sur les détournements des biens et deniers publics par le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie se confirment. Quelques jours après l'appel à justification de ces véhicules acquis pour le compte du CNJF, mais immatriculés au nom des tierces, Isidore Kwanja, le directeur du CNJF, brille par des balbutiements peinant à justifier l'injustifiable. À en croire le journal, dans une correspondance signée le 25 août, le jour de la réunion fatidique à l'IGF, OPES Group, fournisseur des véhicules à problème, a enfoncé davantage Kwanja en voulant les sauver des griffes des flics financiers. Sans visiblement y parvenir, OPES Group tente, dans cette missive, d'endosser le désagrément dû, selon lui, à un malentendu suite au retard pris dans le processus d'établissement des titres de propriété. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui revient sur le projet de budget 2024 chiffré à 40 464 milliards de francs congolais, supérieur à 24,7%. Le journal note que 40 464 milliards de francs congolais, c'est le budget que le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté dans le projet de loi des finances pour l'exercice 2024 à la 110e réunion ordinaire du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine le vendredi 25 août courant. Ce budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, a un empressement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. D'après le porte-parole du gouvernement, citant le ministre du Budget, ce projet de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle et d'un taux d'échange de 2518,33 francs congolais le dollar américain à la suite des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mais avant de boucler complètement cette édition d'information, on va prendre le rappel de titre. Dans ce journal, on a parlé de ces tête-à-tête entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue du Burundi, président en exercice de l'EAC. Ces deux hommes d'État ont appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe de processus de Nairobi et de Luanda, ces derniers visant à ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe sanctionnant la visite de travail de 48 heures du Burundi sur le sol congolais. Vous avez suivi les commentaires quant à ce.
On a parlé également de ces rapports sur le contrôle effectué dans la ville-province de Kinshasa sur la conformité de la loi sur la sous-traitance qui a été publiée ce lundi 28 août par l'autorité de régulation de la sous-traitance. Par la même occasion, Miguel Katembe a annoncé pour un futur proche que ces contrôles vont intervenir pour les autres provinces. Encore une fois, l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État, la condition de retraités était au menu de l'Assemblée générale de la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo, organisée ce lundi 28 août au Centre des handicapés sur Willery. Vous avez sans doute suivi un élément complet quant à ce, mesdames et messieurs. Voilà ce qu'a été l'essentiel de votre journal. C'est ce rappel de titre qui boucle complètement cette édition d'information sur Ecofilm Télévision. Mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, mais également sur TikTok. Dans l'entretemps, bon début de semaine à tous.